Vous l'avez vu, cette scène surréaliste aux 20h entre la plus grande actrice de tous les temps et celle qui arrive à presque tout jouer derrière une caméra, sauf le nom de son ex dans Batman 3. Léa Salamé mérite clairement un Oscar pour nous avoir fait croire pendant tout ce temps qu'elle était journaliste. C'est son plus grand rôle. Vivement qu'on la voit montrer cette photo à Ryan Gosling et lui demander comment se passe le tournage de Drive 2 Permis Bateau, ou bien présenter Ed Gein comme l'inventeur originel du masque FFP2. Je vous rappelle pour ceux qui sont dans le coin qu'on se retrouve à Bourges les 4 et 5 octobre prochains pour le festival Bulberry et j'aurai l'honneur d'y présenter un tout nouveau quiz, une battle de dessin, ça c'est le classique, une conférence croisée avec un spécialiste de l'attaque des titans et moi j'y parlerai de Watchmen d'Alan Moore et de Dave Gibbons, on n'en parle jamais vraiment assez, donc ça notez-le bien, on va se régaler. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 472e JT Comics, c'est ça. Je ne l'avais pas vu venir, hein. Le couple présidentiel va présenter des photographies pour prouver que Madame Macron est bien une femme. Hein, bon, on était au courant que notre président adorait les déculottés, que son dernier string à moitié usé s'appelait Sébastien Lecornu, mais de là envoyer des nudes de Brigitte à une américaine plus préoccupée par le moindre pli sur le pantalon ou sur le maillot de notre première reine de France plutôt que par la corde autour du cou du peuple français, ben voilà, je ne l'avais pas vu venir. Hein, ça me foutrait tellement la haine de devoir envoyer ce genre de truc que dans l'objet du mail je marquerai la chatte à Brigitte. Hein, voilà, bon, passons plutôt aux news de la semaine. La suite. Dans l'actu ciné-série des adaptations de nos comics préférés à l'écran, eh bien il se fait attendre comme les meilleurs crus, mais les nouvelles sont encourageantes pour le Batman 2 de Matt Reeves. Le scénario est enfin terminé, le tournage devrait enfin commencer en avril prochain. Colin Farrell, le pingouin très bavard de l'univers d'ici, vante les mérites d'un excellent scénario où il n'a qu'un tout petit rôle, alors que sa co-actrice Christine Milioti a été sacrée d'un Emmy Award pour sa prestation dans la série qui ne devrait peut-être pas avoir de saison 2 malheureusement, il ne supporte plus le maquillage, il faut améliorer les techniques. Bon, Reeves parle d'adapter un ennemi de Batman qui n'a jamais vraiment été adapté à l'écran et on sait qu'il voulait un ennemi issu du passé de Bruce Wayne, car le Batman 2 mettrait en lumière l'homme derrière le masque. On peut penser à Hush, Silence, on peut penser à toute la cour des hiboux, qui est liée à Gotham et au Wayne depuis des décennies, ou pourquoi pas à David Kane, ça j'aimerais bien, mais ça me semble peut-être un petit peu trop tôt pour le faire intervenir. Je vous laisse spéculer en tout cas dans les commentaires sur qui serait ce vilain, mais pour l'instant le pire ennemi du passé de Bruce Wayne, c'est qu'il commence à être un petit peu lointain. On va rien comprendre quand on va voir Bruce débarquer avec la même tête que Willem Dafoe. Une série qui ne perd pas de temps en revanche, c'est Daredevil Born Again, littéralement renouvelé à l'aveugle pour une saison 3, et c'est quand même ironique que ce soit avec ce personnage que Marvel fasse preuve de vision à long terme. Et pour les fans justement de séries décalées, quand vous aurez terminé le spin-off de The Boys Gen V sur Amazon Prime, eh bien il vous restera du Batman grâce à Batfam, tout droit tiré de l'univers de Mary Little Batman, où on avait vu un bébé Damian Wayne qui devait prendre les choses en main lors d'un cambriolage, d'une invasion du manoir Wayne, alors que son père était coincé en galère le soir du réveillon de Noël. C'était marrant, c'était rafraîchissant, il y avait un style graphique très prononcé, et pour ça la chauve-souris peut remercier les araignées du Spider-Verse de Sony, et donc on verra comment Damien fait sa validation des acquis par l'expérience, puisqu'il devient Batman sans passer du tout par la case Robin. Un rendez-vous en novembre, toujours sur Prime Video, et puis rendez-vous le 24 septembre sur Disney+, pour voir les héros Marvel se bouffer entre eux dans la mini-série Marvel Zombie en 4 parties, qui est elle-même tirée d'un épisode de la saison 1 de What If, elle-même tirée d'un épisode de l'univers Ultimate des 4 Fantastiques, qui avait donné lieu, grâce à Robert Kirkman, à tout un empire de comics. La bande-annonce promet déjà des moments d'horreur graphique assez mémorables. On a vu un Namor vivant, du coup, un Spider-Man qui fait perdre quelques têtes à certains fans, et Thanos, zombie, avec un gant de l'infini. Méfiez-vous, l'administration Trump risque de faire une liste de tous les gens qui se moquent de ce grand bienfaiteur de l'humanité pour les virer de leur job, car on ne se moque pas des morts, même s'ils sont encore vivants, contrairement au premier amendement aux États-Unis. En parlant de morts vivants, justement, toujours chez Marvel, les rumeurs du retour de Jonathan Majors en Kang sont démenties même par les types qui avaient fait éclore
ces rumeurs, hein, tandis qu'on nous promet pour Doomsday une promo comparable à celle de Avengers Endgame, à savoir quelques rares teasers, images par-ci par-là, jusqu'à 6 mois avant la sortie du film, où on va bouffer du Doomsday matin, midi et soir. C'est ce qu'on appelle une Louis Sarkoza. Bon, on termine avec la série Criminal, qui est adaptée des excellents comics d'Ed Brubaker et de Sean Phillips, hein, mais le programme des sorties de l'éditeur Image Comics prévoit un Giant Size Criminal. Hein, rien à voir avec Ed Kemper et ses 2,6 m. Ah non, il s'agit du tout premier chapitre de l'œuvre, hein, agrémenté d'un module de jeu de rôle écrit par Kieron Gillen, hein, illustré par Sean Phillips, dans l'univers de Criminal évidemment, un aperçu des coulisses de la série Criminal par Ed Brubaker en personne, et puis un guide illustré de tous les personnages de Criminal. Ben voilà, je mets ça sur ma liste, même si je l'ai déjà. On est un pigeon, on recoule ou pas? Ben oui. Pourquoi je mets ça dans l'actu ciné? Parce qu'on nous dit que ça sort à la veille de la série télé Criminal, hein, sur Prime Video aussi, avec Charlie Hunnam notamment dans le rôle phare de Ricky Lawless, hein. Donc soit ça sort en décembre si on prend ça métaphoriquement, soit si on prend ça au pied de la lettre, eh bien ça sortira le 4 décembre, le premier épisode, et on l'attend tous avec impatience. Renouveau de l'or. Dans le DCU, c'est l'alien bien slippé en rouge, en bleu et en jaune, hein, qui a le vent en poupe, mais dans les comics, c'est clairement Batman qui porte l'éditeur, hein, sur ses petites épaules d'orphelin, hein, et ça, grâce à plusieurs stratagèmes. Dans la continuité principale, DC vient d'utiliser le principe du relaunch, qui consiste à faire repartir une série au numéro 1 en introduisant un nouveau statu quo. Pour Batman, ça n'est arrivé que 4 fois en 86 ans. Hein, pour comparer, hein, Daredevil, c'est 8 fois en 61 ans. Hein. Matt Fraction et Jorge Jiménez ont livré un numéro 1 que je trouve très solide, très marqué par leurs pattes. Hein. Il me tarde déjà de lire la suite parce qu'il faudra quand même juger, hein, avec au moins un arc narratif. Hein. Et en plus de ça, vous connaissez tous le principe des variantes cover, hein, plusieurs couvertures pour un même chapitre, mais hein, de toute façon, c'est pas à ça qu'on juge un livre. Et bien là, DC a fait encore mieux, puisqu'ils ont mis certaines couvertures sous pochette scellée opaque, en mode pochette surprise, hein, et rien qu'en ajoutant ce principe de couverture à l'aveugle, eh bien ça a boosté les ventes, hein, puisqu'on est déjà à 500 000 exemplaires écoulés de ce numéro 1. Et là, je comprends pas, pourquoi Marvel n'utilise pas ce concept sur absolument tous les titres de Daredevil, et 2, pourquoi les dealers n'utilisent pas cette tactique pour vendre plus, hein, les 3 petits pochons, pour ceux qui aiment la littérature, hein, opaques, voilà, hein, soit c'est de la coque, soit c'est du laxatif, soit c'est de l'herbe, soit c'est un petit peu des 2 ou des 3, on n'en sait rien. Hein, bref, 500 000, c'est énorme, hein, en comparaison. Hein, le précédent volume 3, le numéro 1 de Tom King, s'était écoulé à 280 000 exemplaires, et avant ça, seulement 188 420 exemplaires, pardon, pour le volume 2 de Scott Snyder, hein, mais 3 milliards 500 millions, si jamais vous comptez toutes les réimpressions de la cour des hiboux par Urban Comics. L'autre technique, c'est la création de nouveaux univers, hein, la fameuse réinvention moderne, hein, qui offre un point de départ idéal pour les nouveaux lecteurs. Certains disent préférer les mangas ou les BD dites européennes, hein, parce que c'est plus simple à suivre en termes de numérotation, en termes d'univers, alors que les comics ont une continuité aussi chargée que mon beau-frère quand il part en rendez-vous client alors qu'il est au chômage. Hein. Eh bien, pour pallier à ça, on nous offre quelques réinventions modernes, comme récemment l'excellent univers Absolute chez DC, et notamment Absolute Batman, qui se déroule dans un univers alternatif où le mythe de la chauve-souris est entièrement revisité, mais très habilement par Scott Snyder, qui s'y connaît très bien, et visuellement c'est fou parce que c'est Nick Dracota, hein, et ça fonctionne. Mais comme ça fonctionne, ça se développe très rapidement, et là, ça peut devenir compliqué, puisqu'après Batman, on a Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, puis Absolute Flash, Absolute Green Lantern, Absolute Martian Manhunter, et bientôt Absolute Green Arrow, avant d'avoir un crossover qui s'appellera Absolute Evil. Bref, il y a de quoi, là, rendre fou le lecteur, et en parlant de folie, on va avoir droit à un Absolute Arkham, un récit complet d'horreur brute, hein, par Snyder, par Thierry et par le bon Joshua Hickson au dessin. On a d'ailleurs aperçu le Joker de cet univers, un mutant et monstrueux, à la manière du Bouffon Vert de Brian Michael Bendis dans le Ultimate Spider-Man. Quoi qu'il en soit, pas si compliqué que ça, et ça vaut absolument le coup de s'y pencher. À la source, sur le papier, c'est l'antagoniste récent le plus populaire et transmédiatique de l'histoire moderne des comics. Knull a été créé en 2018 par Donny Cates et Ryan Stegman dans leur très bon run sur Venom, où ils viennent sortir le symbiote de l'ombre de Spider-Man et sortir Eddie Brock de l'ombre du symbiote, en plus, hein, de venir
donner toute une mythologie épique et cohérente à la créature inconsciente et visqueuse, un petit peu comme celle que mon beau-frère m'appelle pour me montrer dans les toilettes tous les lendemains de réveillon de jour de l'an, parce que je cite, c'est un grand fan d'humour, qu'on ne peut plus rien dire et que Coluche nous manque. Bref, depuis Knull a inspiré plus ou moins de loin le dieu flingué dans Thor Love and Thunder. Il a été dans Venom 3 et on l'a vu dans pas moins de 7 jeux Marvel, dont le dernier Marvel Rivals. Bref, il y a 7 ans, c'était un parfait inconnu et maintenant, on le voit absolument partout. Le seul autre vilain qui peut se vanter de ça, c'est Louis Sarkozy, le nul français. Eh bien, dans les comics, le dieu du néant, créateur des symbiotes, va revenir hanter l'univers Marvel dans une mini-série en 5 chapitres par le bon Al Ewing, Tom Waltz et Juanan Ramirez. Ça promet. L'autre vilain de la semaine, c'est Fatalis, Docteur Doom, et le crossover One World Under Doom, où il s'empare du monde. Eh bien, il aura droit à sa conclusion dans The Will of Doom par Chip Zdarsky et par l'excellent Cafu. Ça aurait pu être pire pour l'univers Marvel si ça avait été The Will of Smith, une vraie claque, tandis qu'on verra d'ailleurs les ramifications de ce crossover se poursuivre dans la série Captain America. Autre crossover, autre ambiance, Marvel et DC, vous le savez, collaborent à nouveau et leurs héros se rencontrent. Il y a des trucs très très excitants comme le Daredevil Green Arrow de Kevin Smith, mais aussi le retour de Frank Miller à l'écriture et au dessin sur de l'art séquentiel. Il illustre des couvertures de Spawn, des couvertures chez Marvel, ça on l'a vu récemment, mais il n'avait rien fait depuis The Dark Knight 3, The Master Race, et là il illustre la rencontre musclée entre Batman et Wolverine. Et ça ne manquera pas de faire parler comme d'habitude. Et pour continuer d'ailleurs avec ce qui fait parler, si vous avez lu le dernier Swimsuit Special de Marvel Comics, paru en France chez Panini aussi, quand l'éditeur s'embête à essayer de faire une histoire alors qu'à la base, ça c'est une parodie de magazine de sport qui servait de prétexte à faire des numéros remplis d'illustrations de héros et d'héroïnes en maillot de bain pour accompagner l'excitation et les hormones estivales. Et bien alors vous allez adorer le numéro spécial maillot d'hiver. On nous promet de l'action et de la détente en mode sauna, par la même équipe d'ailleurs que celle qui a fait le numéro de l'été. Au pire, vous faites comme vous avez l'habitude de faire ailleurs, avant que les sites ne soient bloqués en France. Vous zappez les pages de dialogue pour vous concentrer sur les scènes d'action. Et pour ceux qui préfèrent justement de la vraie horreur saisonnière, soit vous allez dans les magasins le 24 décembre, soit vous prenez le dernier numéro spécial DC Comics, les maîtres du gore, de l'horreur, du fantastique. Et pour ceux qui préfèrent justement utiliser l'IA, alors il vous reste les comics Terminator de Noël, où la résistance s'organise pour offrir aux plus jeunes qui craignent Skynet un aperçu de l'esprit de Noël d'antan, entre deux attaques de drones, ambiance Gaza très certainement, mais ça a l'air intéressant quand même d'apporter la perspective de survivants qui n'ont connu que la guerre sur la meilleure histoire de violation de domicile annuel par le Père Noël. Et donc ils vont chercher un petit peu à comprendre comment c'était possible, et nous aussi, surtout avec cette jolie couverture de Will Robson. Et puis attention, enfin, c'est pas un glitch temporel, mais ça y ressemble. Marc Silvestri revient avec un numéro 1 de The Darkness pour raconter comment Jackie Estacado hérite de pouvoirs impressionnants lors de son 21e anniversaire. Exactement comme en 1996, quand Silvestri, Garth Ennis et David Wall introduisent le personnage dans les pages de la série Witchblade avant de lui offrir son propre titre. Quand on vous dit que l'histoire se répète, même si quand même il faut être honnête, Silvestri promet d'aller dans des directions inédites pour le personnage. Lisez, cette semaine, ça a été chargé, il y a eu le Drink and Draw du mois de septembre qui a encore rempli le pub du Black Unicorn à Marseille. Bravo à tous les artistes qui étaient là. On s'est régalé, on a rigolé, c'est tout à fait l'esprit qu'on veut développer, qu'on va continuer à développer tous les 3e mercredis du mois. Donc intéressez-vous-y si vous êtes dans la région. En tout cas, je sais ce que je vais lire cette semaine, c'est Drum, le récit de Jesse Lonergan, parce que j'ai envie de voir en ce moment un artiste jouer avec la forme, s'amuser avec les possibilités offertes par le médium de l'art séquentiel. J'avais aimé d'ailleurs la mini-série de Jesse Lonergan sur Miss Truesdale qui était écrite par Mike Mignola. Il avait fait aussi un chapitre des New Gods avec Granville et dans tous les bons plans. Il avait fait aussi un chapitre de l'anthologie des Tortues Ninja. C'était quand même assez fou. On avait aussi illustré l'histoire de deux chiens et d'un chat très loyaux qui viennent essayer de sauver leur maître après un crash sur une planète hostile. Ça, c'était dans Man's Best de putain, j'arriverai jamais à le dire. Pornsnack, ta grand-mère. Pornsack, Pichshot. Pornsack,
Peace Shot. Il avait fait Arca, où le récit d'une révolte menée par une servante à bord d'un vaisseau spatial qui cherche le nouvel Eden. C'était chez 404 Comics et 404 publie ce qui est probablement le récit le plus ambitieux à ce jour, le magnum opus de Jesse Lonergan, 300 pages qui viennent décrire les origines de la civilisation d'une manière assez épique, un peu spirituelle aussi. Il y a une réflexion sur la violence, sur l'amour et sur probablement plein d'autres choses. C'est ce qu'on nous promet. Il me tarde de lire tout ça. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci d'être présent, de mettre des pouces bleus, de partager sur Twitter, de tweeter, de retweeter sur Facebook aussi, de m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vous vois. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Je réponds à tout le monde en ce moment parce que ça m'avait manqué les JT hebdomadaires. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Là, je ne les ai pas demandés parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace d'expression libre depuis maintenant 472 JT. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Immense coup de cœur pour ces figurines Garfield dans l'univers des Tortues Ninja. Ça, c'est le rêve humide de n'importe quelle pizzeria ou resto italien installé pas loin d'une bouche d'égout.